moi je conçois pas du tout l'immobilier comme un levier d'obtention de liberté. Pour moi, en tout cas de liberté totale, comme telle qu'elle est vendue sur les réseaux avec un Porsche et un Mojito sur la plage. Si quelqu'un a besoin d'être pris par la main, je sais pas s'il faut qu'il fasse vraiment de l'immobilier. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, les vrais rentiers, pour moi, c'est ça qu'ils font. Ils ont un parc immobilier qui est payé. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas d'activité autre que l'entrepreneuriat immobilier, on va dire. Et ben, ils mettent en garantie ces biens-là pour lever de la dette et pour faire encore des investissements. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Tout le monde semble avoir un avis sur les manières de s'enrichir dans l'investissement immobilier. L'engouement pour la classe d'actifs et la multiplication des formations a contribué à la diffusion de formules toutes faites et d'autoroutes à sens unique de l'information. Or, l'immobilier est vaste et les possibilités infinies avec des stratégies qui fonctionnent dans certains cas, type de bien, secteur, profil emprunteur, et pas du tout dans d'autres. Alors quelles sont les vérités dont il faut se méfier? Comment distinguer les vraies bonnes idées des mirages aux alouettes? C'est ce dont on va parler avec Stan, alias Salva Martin VDV, notre invité du jour. Stan a fait des fausses croyances de l'immobilier son domaine d'expertise. Il s'est fait connaître en démontant les argumentaires bancals des vendeurs de formation, en nommant sa chaîne d'ailleurs YouTube Vendeur de Vérité, VDV, parce qu'il a toujours privilégié le contenu sur le contenant. Il intervient extrêmement rarement en interview. Je suis donc doublement ravi de partager avec toi cette conversation aujourd'hui. Prépare-toi à y apprendre pourquoi acheter sa résidence principale est pertinent même quand on investit massivement dans l'immobilier, pourquoi le cash flow n'est pas un indicateur adéquat de performance, pourquoi l'acte en main n'est pas une solution miracle, dans quelle mesure on peut conserver son crédit après la revente du bien immobilier qu'il a permis de financer. Et en fin d'épisode, Stan nous donne 3 leviers puissants, mais bizarrement assez méconnus pour continuer à avancer quand tu as atteint le plafond de tes capacités d'endettement. Subvention de l'État, la main levée hypothécaire et le prêt hypothécaire. Beaucoup de valeur ajoutée dans cet épisode et pour le coup qui est un peu plus long que d'habitude, je pense que tu apprécieras. Super podcast, sujet varié, interlocuteur de qualité, très belle découverte. C'est l'avis 5 étoiles de Noendé sur Apple Podcasts cette semaine. Merci à toi Noendé. Tu peux toi aussi nous soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou en partageant tes impressions sur un post LinkedIn, ça nous aide beaucoup. Merci aussi à Quentin, Baptiste et Fanny pour les retours constructifs et chaleureux sur ma dernière newsletter samedi dernier, ça m'encourage à continuer à t'en envoyer. Si tu veux t'abonner gratuitement, je te rappelle que c'est sur investisseur avec un s40.com/nl ou sur les notes de l'épisode, tu trouveras le lien également. Allez, sur ce, on part débunker les idées reçues de l'investissement immobilier avec Stan. C'est parti. Hello Salva, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de me recevoir. Merci beaucoup. C'est un entretien qui a tardé à arriver. Je pense que les gens ne se réalisent pas à quel point on aurait pu l'avoir il y a 3 ans déjà quand on a pris contact ensemble. Ouais. C'est cool. Il faut être patient dans ces cas-là. Merci pour ta patience. C'est vrai que ça a été difficile de trouver un moment. Et puis, mais bon, ça n'en fera qu'un échange encore plus porteur et encore plus constructif. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes peut-être qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, alors rapidement, mon prénom officiel c'est Stan, mais je suis plus connu sur les réseaux sous le nom de Salva Martin, ou encore VDV, en rapport avec ma chaîne YouTube. C'est une chaîne de formation gratuite qui existe depuis environ 4 ans et qui vise à, qui a le projet de savoir pour tous et qui vise en fait à donc fournir des formations gratuites qui sont synthétiques mais complètes, qui sont toutes validées par des professionnels. Et en fait, le projet, c'est de mutualiser les connaissances et de participer en quelque sorte, en toute humilité, à une montée en compétences collectives. Autrement, même si je suis assez discret sur mon parcours, j'investis depuis une quinzaine d'années, donc au départ en investissement locatif, donc en nom propre, puis après en SCI, différents modes d'exploitation, plutôt meublé. Après, j'applique également des exploitations type location courte durée. D'ailleurs, j'en ai encore actuellement, que ce soit dans le sud de la France où je vis ou en station de sport d'hiver. Et puis, depuis quelques années, je me suis également associé dans une société de marchand. Donc, je fais également du marchand. Et puis, côté entrepreneurial, on va dire, on a cofondé une agence immobilière qui s'appelle l'agence d'investisseurs pour
tenter de répondre au mieux aux souhaits et aux recherches des investisseurs et en ayant la conviction qu'on parle également le langage des investisseurs, en toute humilité encore une fois. Mais voilà, c'est notre ambition, c'est de parler ce langage pour apporter des solutions aux investisseurs. Yes, non, c'est cool. Ben, on voit qu'il y a plein de cordes à ton arc et que enfin tout ça autour de l'immobilier. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est j'aimerais bien que tu nous racontes un peu peut-être le parcours. Toi, dans l'investissement, vraiment, tu dis qu'il y a 15 ans, mais en fait, par quoi tu as commencé et qu'est-ce qui t'a donné un petit peu peut-être l'envie de le faire et peut-être dans le prolongement aussi, que tu racontes qu'est-ce qui t'a donné aussi l'idée ou l'envie aussi de faire ce partage que tu fais également. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé un peu classique. J'avais donc un CDI, je gagnais correctement ma vie et j'avais l'ambition rapidement d'investir en immobilier. Et donc, j'ai investi dans une résidence principale. D'ailleurs, ce sera un sujet ensuite dans la suite de cet échange. J'ai investi dans une résidence principale. C'est justement dire ce parcours et le choix que j'ai fait de prendre une durée longue au départ, qui a ensuite motivé certaines de mes vidéos sur les fausses croyances qui sont distillées aujourd'hui sur les réseaux. Donc j'ai investi dans un premier temps dans une résidence principale. Ensuite j'ai revendu cette résidence principale, j'ai fait une plus-value. J'ai réinvesti encore dans une autre résidence principale. Ensuite j'ai investi dans du locatif. Alors à l'époque où j'ai investi, moi les taux étaient à 5% à peu près, 4-5%, donc c'était pas évident. Quand on était à l'équilibre, déjà on était content. C'était quelle année ça du coup tu as commencé 2007. Ok. Voilà, 2007. Donc c'est des années en termes de taux. C'est vrai qu'aujourd'hui on a le sentiment qu'on a des taux qui ont explosé, mais en réalité on revient plutôt à des taux qui sont entre guillemets, selon moi en tout cas standards. On va dire que pour moi la normalité c'était plutôt d'avoir des taux autour des 1%. Voilà, donc j'ai construit un petit patrimoine locatif et puis ensuite quand j'ai voulu évoluer vers du marchand, il a fallu que j'arbitre pour investir dans la société de marchand, pour en fait utiliser au maximum l'effet de levier, c'est-à-dire pour nantir une somme et ensuite pouvoir se faire prêter par notre banque professionnelle. Il a fallu augmenter entre guillemets l'argent qu'on nantissait, et donc il a fallu que je fasse le choix d'arbitrer un petit peu mon patrimoine et que je procède à des ventes. Et donc voilà, après je me suis rapidement retrouvé entre guillemets bloqué en nom propre classique, donc j'ai investi ensuite en SCI. Alors c'est vrai qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais quand on est bloqué, à un moment donné, on en vient à se professionnaliser, à s'associer, c'est plus facile pour pouvoir continuer. Et puis ensuite on met des montages en place pour utiliser l'argent qu'on gagne via l'activité de marchand de biens et la faire remonter dans une holding pour ensuite investir via une SCI, etc. Bon, il y a différents montages, mais à un moment donné, quand on est bloqué, effectivement, il convient de professionnaliser, enfin en tout cas c'est mon avis, professionnaliser son activité pour continuer à investir. Dans ce que tu viens de décrire, du locatif au marchand, il y a eu un cycle de combien d'années en fait avant que tu te commences à dire ok j'arbitre et je me lance sur le marchand? Alors moi, en fait, je suis associé avec ma compagne qui elle fait du marchand de biens depuis une dizaine d'années et j'ai injecté des fonds il y a environ 4-5 ans. Donc ça veut dire que j'ai fait entre guillemets une dizaine d'années en locatif et après je me suis retrouvé un petit peu bloqué, je me suis interrogé qu'est-ce que je veux faire. Et puis donc j'ai arbitré un petit peu. Alors sachant que moi je fais plutôt entre guillemets du patrimonial, c'est-à-dire que quand j'investis pas dans des zones à rendement, j'investis plutôt dans des villes recherchées, dynamiques, plutôt des zones tendues. Donc pour avoir du rendement, il faut faire de la location courte durée ou de la colocation. Mais sinon, on va dire qu'on est sur des rendements qui sont très corrects, mais qui ne permettent pas d'exploser et de mettre de la trésorerie de côté pour passer à un autre projet. Mais on en reviendra plus tard encore, c'est encore une différence entre le rendement et la rentabilité. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut du rendement mensuel ou est-ce qu'on veut miser, parier entre guillemets sur une plus-value pour après enchaîner lorsqu'on arbitre et aller plus vite. Et ces 10 années, donc du coup, tu as vraiment tourné sur le locatif. T'avais une activité toi à côté salarié ou comment tu... Ouais, bien sûr, que j'ai toujours d'ailleurs. Alors j'ai réduit, évidemment, mais c'est grâce à cette activité entre guillemets salariée que j'ai pu investir. Sans cette activité, j'aurais pas pu investir. Et puis si j'avais quitté mon activité dès que j'avais 1 500 euros de cash flow, derrière, en fait, j'aurais été totalement bloqué, quoi. Donc c'était pas du tout l'objectif. Moi je conçois pas du tout l'immobilier comme un levier d'obtention de liberté. Pour moi, en tout cas de liberté totale, comme telle qu'elle est vendue sur les réseaux avec un Porsche et un Mojito sur la plage. Pour moi, c'est un levier d'enrichissement évidemment,
qui permet, pourquoi pas à un moment donné, de se libérer de son activité professionnelle, un petit peu comme j'ai fait, pour ensuite faire une activité entrepreneuriale, que ce soit du marchand, que ce soit une agence immobilière, que ce soit, enfin peu importe, il y en a qui font la sous-location ou autre, mais je ne conçois pas ça comme un outil pour tout quitter, ou alors il faut partir vivre dans un pays pauvre et puis ensuite on ne peut plus investir parce qu'il y a pas de case rentier en cash flow à la banque. Une fois qu'on a fini de payer ses biens immobiliers, c'est différent. On peut faire du prêt hypothécaire, on a de vraies rentes, mais quand on parle de cash flow, à mon sens, on y reviendra plus tard, c'est pas un outil de liberté. Tu étais dans un secteur étroitement lié à l'immobilier Non, pas du tout. C'est dans le secteur aérien. Donc, okay. Pas du tout lié à l'immobilier. Par contre, j'ai toujours eu une passion pour l'immobilier. J'ai toujours cherché à comprendre. J'ai toujours voulu un peu tout tester par moi-même. Et puis, quand il y a eu un petit peu cette mode des comment dirais-je, des youtubeurs, etc. Alors, c'est vrai qu'il m'est arrivé de critiquer certains. On en reviendra un peu plus tard. Mais ça a quand même participé, on va dire, à une vulgarisation de l'investissement, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui est une moins bonne chose, c'est le contenu et c'est les promesses et c'est le marketing. Mais bon, bref, quand il y a eu toute cette mode-là, j'ai eu envie moi aussi de donner ma vision de l'immobilier. Et c'est d'ailleurs en faisant ça que j'en suis venu à faire des vidéos entre guillemets fausses croyances pour produire une autre vision de l'immobilier que celle qui était distribué à coup de vidéos sponsorisées sur les réseaux, quoi. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai ce projet entre guillemets de Savoir pour tous qui me permet également de lever des dons pour des associations et qui m'a permis ensuite indirectement de devoir me former parce que dès lors qu'on produit des formations gratuites, on a entre guillemets cette étiquette, mais si c'est gratuit, c'est que c'est pas qualitatif, etc. Je me suis pas fait que des amis évidemment dans le payant. Ils me voyaient arriver. Bon, ils essayaient de trouver un petit peu quelque chose, et c'est pour ça que j'ai voulu absolument faire valider tout ça par des professionnels pour que ce soit également du qualitatif. Puis ensuite, ça m'a amené également, pendant le Covid, à produire un livre marchand de biens, un livre formation qui fait 320 pages, pour justement, encore une fois, partager cette passion. C'est-à-dire qu'il y a une dimension passion, une dimension évidemment investisseur, puis ça cumulé, on en arrive aujourd'hui à cette chaîne qui a pratiquement 40 000 abonnés, et c'est assez surprenant, parce que c'est vrai que je ne publie qu'une vidéo tous les 2 mois environ, parce que c'est assez chronophage, et donc je suis assez surpris du développement, du fait que les personnes aient adhéré à cette chaîne. J'en suis très content, mais et puis encore une fois, moi ça me permet aussi de monter en exigence quand je produis une vidéo, parce que je suis obligé de rechercher exactement les bonnes informations, les vérifier, etc. Donc pour moi, c'est aussi formateur. Oui, puis tu as pris un ton quand même, du coup, qui aussi te pousse à l'excellence, entre guillemets, parce que oui. du coup, enfin, tu te mets cette pression et cette exigence envers toi-même d'être toujours en fait correct et de donner des informations qui soient vérifiées, etc., et de dénoncer. C'est pas un rôle facile à endosser, mais d'après ce que j'entends quand même, je pense que ce qui peut-être t'a aidé, c'est d'avoir déjà plusieurs années d'investissement. Au moment où le pic des formations t'est arrivé, 2015-2016, t'étais déjà un petit peu, t'es déjà bien rodé, donc t'avais déjà plus d'arguments, quoi. Tout à fait, Paco. Et c'est pour ça aussi que, comment dirais-je, quand je vois des publicités de personnes qui se prétendent mentors ou spécialistes au bout de 2 studios ou au bout de 2 ans, alors, peut-être, mais c'est vrai que je considère que l'expérience est fondamentale. Et d'ailleurs, je le dis souvent, je ne suis pas anti-formation, mais pour moi, la meilleure des formations, c'est l'expérience, c'est le terrain. C'est ce qui permet réellement de passer de connaissances théoriques à des compétences. Ouais, c'est vrai qu'aussi que, comme tu disais, le bénéfice on va dire le positif de ça, quand même, de cette émergence de formation à tout va, c'est que justement ça a divulgué l'information, l'a vulgarisé à des gens qui peut-être étaient à des années-lumière de se considérer qu'on allait investir en immobilier. Mais effectivement, le step d'après, entre ça et devenir en fait performant sur ces classes d'actifs, ça demande énormément d'expérience. C'est pas comme c'est un peu comme tout, mais en particulier dans l'immobilier, ça demande de l'expérience, ça demande du vécu, ça demande, et effectivement c'est là où il y avait une vraie décorrélation entre ce que peut-être on pouvait proposer dans les formations et ce qu'on obtenait, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, effectivement, c'est bien parce que ça a amené des gens qui avaient ces compétences-là cachées, enfin, en tout cas qui étaient faits pour faire de l'immobilier, mais qui peut-être ne s'y étaient pas intéressés à faire de l'immobilier et être très performants. Et à côté de ça, il y a un côté un peu plus sombre aussi, c'est que
Il y a des gens qui ont été sollicités par des publicités qui n'étaient pas faits pour faire de l'immobilier, mais qui ont été attirés par le côté liberté financière, sortir de ce contexte social difficile, cette violence sociale, arrêter de vouloir travailler pour un patron, etc., parce qu'ils n'étaient pas heureux dans le salariat. Et ces gens-là qui n'étaient pas faits pour être dans l'immobilier ont été attirés par les mauvaises raisons, selon moi, dans l'immobilier. Et aujourd'hui, moi j'en connais, je discute avec beaucoup de personnes, ont consommé 3, 4, 5 formations et ne passent pas à l'action, ou alors ne vont pas être performants et vont nécessiter ensuite un accompagnement, d'être pris par la main, vont manquer d'autonomie. Donc, il y a les deux choses. Mais globalement, on peut pas. Après, moi je vois avec l'agence, mais je discute avec d'autres agents immobiliers qui me disent que ils voient aussi arriver plein de jeunes, petites vestes, des cartes. Bonjour, je veux un immeuble, je veux 15% de rendement. Moi, la négociation, c'est moins 30. Donc, attention, ça n'a pas amené que du bon. Mais globalement, moi, je vais pas dénigrer la globalité puisque je fais aussi de la formation gratuite. Mais il faut, et ce sera l'objet de notre échange, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut prendre du recul, je pense, surtout sur les promesses, mais même sur les méthodes, etc. L'immobilier est trop hétérogène pour qu'on puisse, produire des vérités absolues qu'on puisse appliquer, des méthodes qu'on puisse appliquer à tout le monde. C'est mon sentiment. C'était Sébastien Morin qui avait commencé un petit peu ce... Absolument. C'était le premier, que j'ai connu qui a commencé à produire des formations gratuites. Et d'ailleurs, ça a été quelqu'un d'inspirant. Il avait fait sur les immeubles de rapport, sur la division. Et puis ensuite, moi, j'ai emboîté le pas, entre guillemets, en faisant d'autres formations. J'en suis à peu près à 35 heures aujourd'hui. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je le salue. Ça nous arrive d'échanger un petit peu. C'est quelqu'un qui a eu un grand parcours derrière d'entrepreneur. Franchement, une très belle réussite. Ouais, c'est clair. Non, c'était un petit peu novateur, mais ouais, carrément, c'est cool. Écoute, on peut peut-être démarrer sur le projet qu'on s'était dit qu'on allait couvrir aujourd'hui. On reviendra peut-être aux formations à la fin, pourquoi pas. On avait fait une liste, en fait, pour être transparent avec les auditeurs, de fausses croyances que tu pensais être intéressantes de vouloir souligner et débunker, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Il y a en fait un petit peu une pensée unique sur certaines fausses croyances. En tout cas, c'est comme ça que je les conçois. Tu veux que je les énumère toutes et puis ensuite on les détaille ou on les fait une par une ? Ouais, on les fait une par une, je vais te les proposer. On avait parlé, le premier qu'on avait soumis, c'était celui de la RP. Alors voilà, ce qu'on entend le plus régulièrement possible, c'est la résidence principale est un passif. Il ne faut absolument pas investir dans une résidence principale. Il faut plutôt faire du locatif. Alors pour moi, c'est quelque chose de vraiment absurde. Et je vais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, je suis très surpris parce que 99% des formateurs le disent, mais il y a aussi des entrepreneurs connus qui passent à la télévision sur des émissions où ils recherchent des associés. Bon, bref, ils ont fait leurs preuves, ils ont un parcours remarquable dans l'entrepreneuriat et j'ai vu des vidéos d'eux-mêmes qui indiquaient qu'il ne fallait pas acheter la résidence principale, etc. Donc je suis extrêmement surpris. Et je pense qu'il y a également une influence du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, sur cet élément-là. En fait, on nous explique donc que la résidence principale est un passif. Alors déjà, d'un point de vue purement comptable, c'est une absurdité, une ineptie, puisque il n'y a qu'à consulter le plan comptable général à l'article 211.1 pour se rendre compte que la résidence principale est un actif. Voilà, ça déjà, je te fais pas la définition, je pourrais te la faire, mais voilà, j'invite les personnes qui nous écoutent à la regarder et ils se rendront compte déjà que comptablement, c'est un actif. Ensuite, en fait, ces personnes vont nous expliquer que si on est locataire de sa résidence principale, on va pouvoir allouer sa capacité d'emprunt à un investissement locatif qui va nous rapporter de l'argent, alors qu'une résidence principale ne nous rapporte pas d'argent. Alors déjà, c'est pas totalement vrai sur la résidence principale puisqu'on s'enrichit via l'amortissement de capital, c'est-à-dire que chaque mois, quand on rembourse son crédit, il y a une part d'intérêt, c'est perdu, et puis il y a une part alloué à l'amortissement de capital. Donc déjà, on s'enrichit en étant logé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est locataire et qu'on va aller voir une banque pour obtenir un crédit immobilier, eh bien, le loyer qu'on paye pour se loger, il est pris en compte dans le calcul de sa capacité d'emprunt, de son taux d'endettement. Donc, en fait, c'est absurde de dire ça. Et alors, il y en a qui rétorquent, oui, mais effectivement, mais on peut allouer... admettons, je prends un exemple, Paco, 500 € à un loyer, plutôt que d'allouer 700 € dans un crédit, et du coup, on va pouvoir faire du locatif à côté, plus que celui qui fait la RP. Alors, il faut savoir déjà que un loyer,
il est voué à évoluer, hein, notamment en ce moment dans un contexte inflationniste. Avec l'IRL, chaque mois, un loyer, il augmente. D'accord? Donc, dans 20 ans, il aura probablement dépassé les 700 euros de la mensualité fixe d'un crédit. OK? Un crédit, il est fixe. Première chose. Deuxième chose, si on prend ce delta de 200 euros, je prends cet exemple, hein, donc 200 euros dont va bénéficier en plus le locataire de sa RP pour investir. Avec un taux d'endettement à 35%, en réalité, il va pouvoir investir que de plus que le propriétaire de la RP, 70 euros, si on prend 35% de ces 200 euros. 70 euros par mois. Sur 20 ans, ça fait 17 000 euros. Okay, donc, il va pouvoir investir en locatif 17 000 euros de plus que le propriétaire de sa RP. Ces 17 000 euros à 10% de rendement, ça va lui faire 1 700 euros par an. Pendant ce temps-là, le propriétaire de la résidence principale, lui, il va amortir, entre guillemets, la moitié de sa mensualité de 700 euros. Donc, il va amortir plus de 4 000 euros par an. Plus de 80 000 euros maintenant. Donc, à mon sens, déjà, les chiffres, alors j'ai démontré sur ma chaîne, je suis allé plus loin, j'ai pris différents scénarios, etc. J'ai fait ça avec un courtier. À mon sens, déjà, mathématiquement, c'est faux. Alors, il y en a aussi qui disent, oui, mais alors une résidence principale, tu as des charges. Oui, tu as des charges. Et même si on prend la taxe foncière en compte, les chiffres sont indiscutables en termes d'enrichissement global. Hein, d'accord ? Ensuite, il faut pas oublier que lorsqu'on est locataire de sa résidence principale, s'il nous arrive, je sais pas moi, une perte d'emploi, un accident grave, ou même un décès, bon, ce qu'on laisse derrière nous, nos enfants, notre femme, il va falloir qu'ils payent le loyer. D'accord ? Si on est sur un crédit, on a une protection, ça s'appelle l'assurance emprunteur. Donc, en termes de protection, il y a un intérêt également. En matière également de transmission, de construire un patrimoine et de le donner à nos enfants, ça a également un intérêt. Et puis, si toutefois on arrive, que ce soit cette RP ou que ce soit une autre RP, hein, on arrive au moment de la retraite, enfin l'âge de la retraite, c'est quand même préférable de pas avoir de loyer à payer, quoi. Voilà. Après, il y a évidemment le levier de l'exonération sur la plus-value. Est-ce que ça durera? On ne sait pas, mais en tout cas, se priver de ce levier-là, je trouve que c'est dommage. À mon sens, il faut voir la résidence principale comme un investissement. D'accord? Pourquoi on serait bon pour faire du locatif et pas bon pour une RP? On devrait pouvoir faire les deux. Et puis, bénéficier de ce levier, c'est-à-dire que on peut acheter une résidence principale, par exemple, on commence un studio, et puis quelques années après, on s'installe avec sa compagne, on va vendre, on va faire une plus-value, on va amortir du capital, et puis on va investir dans un T2. Et puis il y en a qui vont dire, oui, mais alors on est moins libre quand on a une RP. Si on est obligé d'être mobile parce qu'on a une mobilité professionnelle ou amoureuse, rien n'empêche soit de vendre évidemment, ou alors d'en faire un investissement locatif et de louer cette RP pour ensuite racheter, pourquoi pas une RP. Enfin, il y a une souplesse. On nous fait croire que ça y est, on est bloqué à vie pendant 40 ans avec une résidence principale. Voilà, je trouve que c'est, à mon sens, une fausse croyance qui se prouve mathématiquement, mais même c'est du bon sens en fait. Ouais, je pense que c'est peut-être effectivement quand tu fais le parallèle entre l'immobilier et d'autres actifs qui sont beaucoup plus liquides que l'immobilier, où forcément ça te donne l'impression que c'est enraciné, qu'un bien immo on doit le garder pendant 15 ans. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de dire quand même que en fait ça dépend du type de typologie? Tu disais tout à l'heure, tout de suite, si tu achètes ta résidence principale avec un regard d'investisseur, c'est déjà différent que, pour moi, l'erreur de la RP, possible, c'est effectivement si tu vas dans l'achat coup de cœur où tu te surpayes parce que tu aimes bien et voilà, il y a des écoles, il y a des machins, des trucs par rapport au prix du marché et que, effectivement, ça peut être à ce moment-là quelque chose qui est peut-être moins favorable que si tu vas sur un bien en locatif, que tu restes pas propriétaire de TRP et que tous tes choix d'investissement sont bien avisés derrière et que là, en parallèle, peut-être la situation serait plus favorable si tu n'étais pas propriétaire de TRP. Mais c'est vrai que tu te coupes des potentiels plus-values, exonération de plus-value sur le revente. Là encore, c'est aussi un état d'esprit de se dire qu'on va faire un arbitrage. Et les gens qui achètent leur RP en se disant je vais l'avoir pendant 15 ans, ce qui est aussi un petit peu une hérésie, quoi. Bien sûr, mais quand on est, si tu veux, on est quand même dans une mouvance d'investisseurs quand on est sur les réseaux, etc. Et quand on lit ça, je pense que celui qui reçoit ça en lien sponsorisé ou qui s'intéresse à l'immobilier, il est déjà un petit peu câblé investisseur. Donc pour moi, ça va de soi qu'il faut considérer la résidence principale entre guillemets comme un investissement. Et même si entre guillemets on se trompe, on amortit du capital. Le loyer, on arrose un investisseur. C'est-à-dire que nous, on est tous voués à faire de l'investissement locatif, entre guillemets, ceux qui sont sur cette chaîne et qui nous suivent, etc. Mais
on participe nous-mêmes à enrichir un autre propriétaire en lui payant son loyer, quoi. Son crédit, pardon. Donc, pour moi, c'est un non-sens, mais évidemment, je veux pas critiquer des fausses croyances et moi faire moi-même la même chose en disant il faut absolument acheter sa RP. C'est du bon sens, mais dans la très grande majorité des cas, il y a pas de match mathématiquement ou même sur un parcours, sur un enrichissement global. Après, évidemment, celui qui a un logement de fonction, bah, il n'a pas d'intérêt forcément à acheter sa résidence principale. Tant mieux. C'est une exception, comme on me dit souvent, ouais, mais Paris. Bah oui, si on est voué à rester à Paris plusieurs années, bah effectivement, on voit les choses différemment parce que acheter sur Paris déjà c'est cher et puis en plus avec le plafonnement des loyers, les rendements sont pas terribles. Donc voilà, et encore une fois, ça peut être un investissement patrimonial très porteur, hein, mais je peux comprendre que quelqu'un qui est à Paris me dise bah moi je vais investir en province parce que bah ça va être trop élevé, quoi. Ça je peux l'entendre, mais c'est parti pour moi entre guillemets d'une exception. Des zones aussi où le foncier a énormément augmenté, est-ce que c'est malin d'acheter sa RP, sachant que, enfin, sur l'amortissement du capital, on va s'enrichir, ça, il n'y a pas de débat. Sur la plus-value potentielle, est-ce que, bon, voilà, c'est peut-être moins, mais bon, ça Il y peut a jamais, de toute façon, il y a contre. jamais de certitude dans l'immobilier, hein. C'est toujours des tendances, quoi. En tout cas, ça fait bien les titres, effectivement, c'est le gros débat et les gens aiment beaucoup parler de ça. Ah, celui-ci sur LinkedIn, sur partout, sur Instagram, ça fait. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible. Je suis très sensible à ce sujet. C'est pour ça qu'on l'a abordé en premier. Quand je vois des pubs de formateurs où on m'envoie, en plus, on sait que je suis. Ils sont taquins, hein, ils savent que je suis sensible sur ça. Ils m'envoient des vidéos. Alors, je me sens obligé de répondre. Alors, à chaque fois avec pédagogie, hein, je veux dire, chacun a son avis. Mais d'avoir cette. Et puis, ils en font une vérité absolue. C'est tu ne dois surtout pas acheter ta résidence principale. Mais prouvez-le avec des chiffres. Nous, on l'a fait avec un courtier, on l'a prouvé. Prouvez-le, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, écoute. Autre chose qui se dit aussi pas mal, et j'entendais, c'est si tu empruntes sur une durée la plus longue possible. J'entendais même une personne disait, moi, s'il y a des emprunts sur 100 ans, je le prends, quoi. Ouais. Bah, c'est pareil, hein. Alors, selon moi, ça vient aussi du fait que ceux qui disent ça vendent des formations pour devenir libres financièrement. Et pour devenir libre financièrement avec du cash flow, bon, d'une part, le cash flow, on le sait, hein, c'est un flux de trésorerie entre les entrées et les sorties, je vulgarise. Bon, bah, les entrées, ils vont nous vendre des stratégies au rendement, et ça s'entend tout à fait. En revanche, les sorties, ils vont essayer de les limiter. Donc, ils vont indiquer parce que les sorties majeures, c'est quoi? C'est la fiscalité, puis c'est la mensualité de crédit, hein, si on schématise. Donc, la fiscalité, on y viendra tout à l'heure, on va dire, il n'y a pas d'impôt. On y viendra parce que c'est amusant, surtout avec du rendement. Et la mensualité, bah, pour créer un cash flow très important, synonyme de liberté financière selon eux, bah, il va falloir qu'on limite cette mensualité. Donc, pour limiter cette mensualité, on va dire, il faut prendre la durée la plus longue. Et pour que ce soit également compatible avec un taux d'endettement. Donc, il y a deux choses. La première, il vaut mieux acheter sur une durée longue que ne pas acheter, évidemment. Moi, ma réflexion, elle est plus si on a le choix. Et d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure en préambule, mon premier achat, j'ai fait un crédit sur 30 ans. Et quand j'ai vendu, heureusement, j'ai fait une plus-value. Mais sinon, j'avais amorti à peine les frais de notaire. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, donc pendant toutes ces années, j'ai payé, mais en fait, j'ai remboursé les frais de notaire et des intérêts. Et là, déjà, dans ma tête, ça a commencé à émerger parce que j'avais des proches qui, eux, avaient pris sur 12 ans, 14 ans, alors ils faisaient des efforts. Mais là, aujourd'hui, bah, ils sont payés les biens. Et quand ils sont payés, bah, on peut faire du prêt hypothécaire, c'est-à-dire qu'on peut mettre en garantie ces biens-là. Ou alors, quand on arbitre, on récupère beaucoup plus d'argent pour passer à un autre investissement. Ou alors, on a de vraies rentes. Et là, on peut parler de rentier quand on a de vraies rentes. Donc, voilà, il y a effectivement cette pensée unique sur la durée d'emprunt. À mon sens, bon, de toute façon, maintenant, c'est plus difficile parce que depuis le resserrement des recommandations, enfin des contraintes HCSF, bon, c'est inscrit maintenant. On peut pas aller sur du 30-35 ans, c'est très rare. Maintenant, il y a une durée pour du locatif qui est aux alentours de 20 ans. Pour moi, l'idéal, c'est entre 15 et 20 ans. Maintenant, les taux ont augmenté, donc c'est encore une fois un arbitrage à faire. Avant, avec les taux bas, on arrivait à 15 ans sur un bien être à l'équilibre. Si on peut pas, comment dirais-je, absorber cette hausse des taux et ces mensualités qui sont plus élevées, bah alors peut-être aller sur du 20 ans. Mais je pense qu'il faut... On est souvent trop omnubilé par le cash flow mensuel, c'est-à-dire le résultat, l'immédiateté. On réagit trop sous le prisme de l'immédiateté et je pense qu'il faut, quand on est investisseur immobilier, réfléchir sous le prisme de la globalité, de la durée. Parce que, encore une fois, effectivement, si je prends une durée plus courte, je vais avoir moins de cash flow chaque mois. Par contre, quand je vais revendre, la différence de cash flow, qui a été en faveur de la durée plus longue, va être inférieure au capital que je vais récupérer. Donc, je vais m'enrichir davantage. Après,
il y en a, c'est vrai, qui parlent d'enchaînement. Ils vont dire, ouais, mais si je prends une durée plus longue, je peux faire plusieurs investissements locatifs. Avec le taux d'endettement aujourd'hui, c'est difficile comment dirais-je, d'emprunter beaucoup plus. Si on va voir une banque et qu'on lui dit, bah voilà, j'ai 2 biens, j'en ai un qui est encore en différé, j'en ai un, il reste 27 ans, et qu'on demande un crédit, je suis pas certain qu'on ait plus de chances d'obtenir un crédit que celui qui dit, bah moi j'en ai qu'un, mais il reste 7 ans. Enfin, encore une fois, c'est une globalité à prendre. Je ne suis pas contre les durées longues, mais je pense que de dire qu'il faut absolument prendre la durée la plus longue, pour moi, c'est une ineptie, c'est une fausse croyance. Je suis en train de me poser la question, là, ça me vient juste en tête, parce que une des stratégies que j'entends en ce moment, c'est avec le prix du foncier qui tente à baisser, et la hausse des taux, en fait, c'est un bon moment pour négocier à la baisse, au rabais, vraiment agressivement des biens, prendre un prêt aujourd'hui, serrer la ceinture, et le renégocier ensuite, une fois que les prix, éventuellement, on imagine, que les taux se stabilisent, voire baissent. Du coup, est-ce que si on est sur une stratégie comme ça, c'est mieux de prendre peut-être des taux bas, une durée de crédit courte et après la rallonger? Ouais, ça peut se faire. Alors, encore une fois, les personnes qui vendent des formations ont tout intérêt à indiquer que le contexte est toujours favorable pour investir. Mais c'est mon discours aussi, c'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas forcément de meilleur moment. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux, effectivement, ils se sont multipliés entre guillemets par 3,5 en 18 mois, 2 ans, mais en tout cas, après, ça dépend, encore une fois, l'immobilier, c'est hétérogène, mais globalement, les prix n'ont pas baissé, n'ont pas été divisés par 3. Donc, il y a quand même un impact pour la trésorerie, pour le cash flow de l'investisseur, quoi. Donc, oui, on peut tout à fait se dire, bon, bah, moi, j'ai pas envie d'attendre une baisse des taux, je veux passer à l'action, donc, je vais me positionner sur un bien, et ma banque, je vais essayer de négocier un crédit qui me donne la souplesse pour ensuite, pourquoi pas, le renégocier, soit en baissant les mensualités, si je peux avoir un taux plus intéressant, ou soit en allongeant la durée, si c'est possible, pour que ce soit plus confortable ensuite, ouais. Et je repense à un truc par rapport à ce que tu disais juste avant, parce que ça fait une bonne transition aussi sur l'autre croyance de penser que le cash flow est le meilleur indicateur de performance. Tu vois, il y a quand même un truc une vertu que je défendrais moi pour le cash flow, mais peut-être c'est au démarrage d'un parcours, c'est le fait que libérer du cash en fait peut permettre d'ensuite, si tu fais par exemple du side business ailleurs, ou tu vois, avoir du cash, cash is king, c'est un peu le gros mantra, mais tu as cette flexibilité d'utiliser à profit un cash, alors que l'enrichissement est peut-être plus fort, mais plus rigide s'il est encapsulé dans un bien que tu peux vendre, certes, mais avec moins de facilité. Est-ce que tu vois, il n'y aurait pas une idée de chercher du cash flow sur certains biens au début d'un parcours, ça peut être pertinent, mais ensuite il faut assez rapidement transiter sur autre chose? Ouais. D'ailleurs, ce que tu indiques, c'est l'une des exceptions, enfin des remarques que je fais dans une des vidéos, où encore une fois, c'est une vidéo qui prend 40 minutes, je prends plusieurs scénarios, plusieurs tableaux d'amortissement, etc. avec un courtier. Effectivement, il y a encore une fois, si on prend une durée plus longue pour avoir plus de cash flow, et que ce cash flow, on le réinvestit dans des supports, par exemple, je te dis une bêtise, bourse, crypto, qui nous rapporte 5, 10%, 15%, qu'on est à l'aise avec ces investissements-là, aucun problème, très bien. On est dans comme tu dis, l'encapsulage, je sais pas si je le dis bien, mais de plusieurs stratégies qui sont cohérentes et qui s'imbriquent les unes dans les autres. Aucun problème. Par contre, celui qui me dit, moi, le cash flow que j'ai avec ma durée longue, bon, j'amortis pas de capital, mais je le garde et je quitte mon emploi pour vivre avec. Lui, à mon sens, il a rien compris. Parce que déjà, quand l'imposition va arriver, on va le voir tout à l'heure, il va falloir qu'il retravaille, ou alors il va vendre, il va arbitrer, il va vendre, mais donc pendant qu'il vend, il aura plus ses cash flows. Enfin, lui, ça va être beaucoup plus difficile pour lui, parce que son cash flow, il le consomme pour vivre. Voilà, et c'est ce qui était vraiment vendu. Il y a encore des formateurs qui vendent encore cette promesse aujourd'hui, malgré les taux à 4 ou 5, ils vendent encore rentier en cash flow. Bref, quand ils étaient à 1, on pouvait encore j'en connais moi qui ont vraiment fait du cash flow et qui auraient pu entre guillemets quitter leur job, mais qui ont utilisé, comme tu dis, cette trésorerie pour faire d'autres investissements productifs. Et là, c'est tout à fait pertinent, évidemment. Dans un court instant, on verra pourquoi la rentabilité est un meilleur indicateur de performance que le rendement ou le niveau de cash flow.
pourquoi l'acte en main n'est pas une solution miracle et quels sont les leviers puissants et méconnus qui permettent de continuer à avancer dans l'investissement immobilier quand on arrive au taquet de ses capacités d'endettement. À tout de suite. Ouais, parce que même si tu arrives en équivalent salaire à dégager autant en cash flow, en fait, ouais, c'est un miroir aux alouettes. Bah oui, si tu le réinvestis pas, si tu le consommes, c'est très dangereux, quoi. Tu le consommes, mais qu'est-ce que tu... En plus, c'est un flux de trésorerie, ça porte bien son nom. C'est voué à évoluer. T'as la fiscalité qui augmente ou qui change. Alors, je te parle même pas d'augmentation, mais qui évolue parce que t'es en fin d'amortissement. Bah, tu fais comment? Ton rythme de vie il baisse. Et puis, bah, enfin, je veux dire, pour réemprunter, il n'y a pas une case rentier à cash flow dans les banques. Donc, pour moi, oui, le cash flow, je suis pas anti-cash flow, mais à partir du moment où c'est utilisé, soit pour créer un apport pour faire un autre investissement, soit pour faire un apport pour investir en marchand, soit pour investir en crypto, bourse ou autre. Mais il faut que ça participe vraiment à une stratégie globale. Et puis tu disais aussi, il y a cash flow, et c'est pour ça c'est là qu'il y a les comparaisons avec le rendement et la rentabilité, c'est-à-dire un cash flow sur une exploitation super agressive, en particulier aidé avec justement le crédit, le levier du crédit, mais qui ne reflète pas la vraie, on va dire, performance intrinsèque du bien, ça peut cacher bien des choses, quoi. Exactement. C'est vrai que quand on se promène un peu sur les groupes d'investisseurs, les réseaux sociaux, dès qu'on parle d'un investissement, c'est les chiffres, les chiffres. Qu'est-ce que tu fais comme cash flow? Le cash flow, à mon sens, encore une fois, ça n'est absolument pas un indicateur de performance. Pourquoi? Le cash flow, il dépend de quoi? Il dépend de la durée d'emprunt, d'accord? Puisque la mensualité fait varier, et fait varier, pardon, le cash flow, et également de l'apport. C'est-à-dire que toi, Paco, demain, tu vas me dire, bah, voilà, j'ai acheté un bien, je l'ai acheté sous le prix du marché, c'était une succession ou un divorce. Je pense avoir fait une excellente affaire. Par contre, je suis à l'équilibre parce que j'ai pris un crédit sur 10 ans et j'ai pas mis d'apport. Et là, il y en a qui vont dire, ah bah, c'est pas un bon investissement. Tu n'as pas de cash flow. Alors que à côté de ça, tu vas avoir quelqu'un qui va venir me voir et qui va me dire, ah bah, moi j'ai 300 euros de cash flow sur un bien. Par contre, j'ai pris un crédit sur 30 ans et j'ai mis 50 000 euros d'apport. Voilà. Donc c'est pour ça que le cash flow pour moi, c'est pas parlant. C'est pas parlant. Ensuite, le rendement, ça l'est un peu plus, mais je vais t'expliquer enfin, à mon sens, j'ai rien à t'expliquer, mais je vais te dire pourquoi, selon moi, c'est pas suffisant. Le rendement, tu peux avoir du rendement, par exemple, en investissant dans un immeuble de rapport, dans une zone peu dynamique, je vais pas dire populaire, mais voilà, tu peux, entre guillemets, je te prends un exemple, je sais pas moi, de 150 000 euros, tu vas pouvoir acheter un petit immeuble, faire du rendement et avoir plus de recettes locatives que si 650 000 euros, tu les mets dans un T2. D'accord? Mais à la revente, est-ce qu'on est sûr à la revente que cet immeuble qui est dans une zone peu dynamique va bénéficier de la même valorisation que le T2? En sachant que pour entretenir un T3 ou un T4 dans un immeuble ou plusieurs lots, bah, tu as plus de frais aussi, contrairement au T2. Tu as peut-être plus de charges, enfin bref. Donc, à mon sens, le rendement c'est bien, mais je pense qu'il faut parler de rentabilité. Souvent on confond les deux. La rentabilité, elle intègre elle intègre le rendement, mais elle y ajoute la valorisation de l'actif, c'est-à-dire en gros la plus-value. Ça on le connaît pas au départ. Et à mon sens, encore une fois, je reviens sur la notion de globalité. À mon sens, c'est pertinent parce que en une vente, avec une plus-value, on peut, même avec l'imposition sur l'investissement locatif, on peut gagner 5 ou 6 ans de cash flow. Qu'aura fait, et rattraper le cash flow, voire dépasser le cash flow qu'aura fait un bien situé dans une zone populaire. Donc, pour moi, encore une fois, c'est ma vision, mais c'est aussi ce que je fais. Donc, je milite un peu pour ma paroisse, mais pour moi, l'indice de performance, c'est surtout la rentabilité. Et je parle de rentabilité parce que je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, il y a le taux de rendement interne, c'est le tri, puis c'est des calculs qui sont un petit peu compliqués. Mais pour moi, voilà, il faut avoir une vision long terme. Et voilà, il faut être prudent quand on investit. On dit souvent le rendement réduire le risque. C'est valable sur d'autres supports. Quand on investit dans des immeubles de rapport, dans des zones un peu populaires, il faut être conscient que y a un risque aussi qui est plus élevé, quoi. Ouais, mais alors quand on démarre l'investissement, quand on planifie de faire une acquisition, un investissement, on n'a pas forcément la valeur de revente. Enfin, on peut faire une hypothèse, mais le niveau de certitude, il est moindre pour la rentabilité que pour le rendement. Le rendement, comme tu le dis là, et à mon avis, ça veut dire qu'à minima, en fait, quand on compare des rendements de biens, en fait, il faut absolument considérer, comme tu dis, le niveau de locataire, le niveau de tension locative, parce que si tu as de la vacance, tu vois, 2 mois par an pour l'un et l'autre c'est archi tendu toute l'année, tu peux pas mettre dans ton calcul les 12 mois de loyer sur les deux, c'est pas très cohérent.
Mais par contre, ouais, la rentabilité, ce qui est plus compliqué quand tu fais ton calcul, c'est de te dire, bon, voilà, il va prendre 10%, tu vois, dans 5 ans. Oui, c'est pour ça, mais tu l'as indiqué, il y a des indicateurs quand même quand tu es dans une zone tendue, c'est que tu as quand même une pression sur la recherche de logement et il y a quand même des tendances. Encore une fois, on parle d'immobilier, il n'y a aucune certitude, ni sur le rendement d'ailleurs, ni il y a des tendances. Tu dis, bah, je vais avoir ça comme rendement parce que je sais que ce logement, je peux le louer tant. C'est une tendance. Et la rentabilité, pour moi, c'est pareil. On pourra parler de marchand de biens tout à l'heure. C'est pareil, quand tu achètes, que tu prends des risques à lever un financement au marchand de biens, tu t'appuies sur des chiffres, sur des tendances pour revendre. Il y a toujours une petite zone de pari, enfin, une petite notion de pari, tu vois, de risque. Et à mon sens, on prend moins de risques. Encore une fois, il faut bien acheter, hein, faut pas suracheter un bien dans une zone dynamique ou proche des zones dynamiques. Attention, hein, je dis pas qu'il faut acheter à Paris ou au centre de Bordeaux ou de Nice, mais voilà, tu m'as compris. C'est-à-dire que ce sont deux stratégies différentes. Et d'ailleurs, je dis pas qu'une est meilleure que l'autre, hein, mais je dis simplement que lorsqu'on investit, quand on regarde des indicateurs de performance, attention au cash flow, attention au rendement, essayez d'avoir une vision globale et d'intégrer une éventuelle valorisation de son actif. Ouais, non, vraiment, le diable est dans le détail, comme on dit, donc il faut pas juste se dire cash flow de 500 sur par tranche de 100 000, c'est bon, quoi. Ouais, tu l'as lu. Moi, j'avais lu, si tu n'as pas 500 € de cash flow tous les 100 000 €, c'est, je vais pas dire le mot parce qu'on est poli, mais il faut pas y aller. Et okay. C'est ça que j'aime pas. En fait, je n'aime pas les certitudes. L'immobilier est trop hétérogène pour en faire des certitudes, et c'est ça que je reproche à beaucoup de formateurs avec leurs méthodes douteuses et miracles. Alors, un des obstacles, clairement, pour enchaîner dans les investissements, c'est lié souvent au financement, hein, puisque c'est comme ça qu'on investit. On essaie de protéger le cash le maximum, on met de l'apport parce qu'il faut, mais ce qui va nous bloquer, c'est souvent la possibilité d'avoir du nouveau financement derrière. Une des solutions qui t'est offerte, c'est la solution de l'acte en main. Tu peux nous en parler un peu de ce que tu en penses? Alors, l'acte en main, je vais essayer d'avoir des mots, de rester poli, mais pour moi, c'est absurde. Mais vraiment absurde. Effectivement, j'ai déjà vu des formateurs. Oui, aujourd'hui, vous avez vu, on nous demande un apport, c'est quasiment obligatoire. On peut encore avoir du 110%. Et d'ailleurs, petit aparté, on peut encore avoir du 110%. Beaucoup de formateurs indiquent qu'il ne faut pas mettre d'apport. À mon sens, encore une fois, c'est mon avis, on peut mettre de l'apport, et je recommande même de mettre de l'apport. Pourquoi ? Parce que l'apport, soit il réduit l'endettement, soit il réduit la mensualité, soit il réduit la durée d'emprunt. Ok ? Il démontre également à son banquier qu'on s'investit dans un projet immobilier. Imagine, Paco, t'es mon banquier, ou même, allez, je te contacte, je dis Paco, ça te dit d'investir 50 000 € avec moi sur un projet ? Et tu vas me dire, ok, mais tu mets aussi toi alors, hein ? Ah non, moi par contre je mets rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je demande à la banque de me prêter 150 000 ou 200 000 €, puis moi je dis par contre moi je mets rien. Je schématise, mais c'est toujours bien de démontrer à la banque qu'on croit tellement à son projet qu'on y investit. Et quand les personnes disent ton apport il est perdu, c'est faux. Si j'investis 10 000 € dans un bien qui a 10% de rendement, quelque part, je vulgarise aussi, mais j'investis ces 10 000 € à 10%. Donc, effectivement, il y a une notion de coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y en a, et c'est juste, hein, il m'explique que oui, ok, c'est très bien, mais tu sais, si je garde cette trésorerie, alors il y a l'épargne de précaution, hein, ça c'est indispensable, mais si je garde cette trésorerie, bah, ça va peut-être me permettre de pouvoir investir dans un projet rentable demain, chose que je ne pourrais pas faire si j'investis cet apport, ce qu'ils appellent le coût d'opportunité. Alors c'est vrai, mais moi, si j'augmente mon cash flow, si je réduis ma durée d'emprunt grâce à cet apport, bah, je vais me libérer plus vite du crédit, où je vais avoir plus de trésorerie chaque mois, et ça va me créer également, sur la trésorerie, soit un endettement disponible pour une autre opportunité. Donc en réalité, cette objection, elle n'est pas vraiment valable parce que le coût d'opportunité dont je me passe au départ, bah, je vais l'avoir quand l'autre ne l'aura pas, quoi, un peu plus tard. Donc voilà. Mais à mon sens, quand on peut mettre de l'apport, ouais, pour moi, c'est important d'en mettre. Voilà, c'était une petite aparté. Maintenant sur l'acte en main. Alors l'acte en main, donc effectivement, on voit des personnes qui nous disent j'ai trouvé un hack, une méthode miracle pour ne pas payer les frais de notaire, parce que c'est comme ça qu'ils l'annoncent. Alors, quand on fait un acte en main, on paie les frais de notaire indirectement. C'est-à-dire qu'en gros, on va gonfler le prix d'achat des frais de notaire et c'est le vendeur qui va les payer. Ok ?
Un exemple, je me positionne sur un studio qui est à 100 000 euros. Avec les frais de notaire, il devrait, entre guillemets, être à 108 000 euros. Eh bien, je vais faire une offre au vendeur à 108 000 euros, acte en main, c'est-à-dire que c'est lui qui va payer les frais de notaire. Et moi, quand je vais avoir ma banque, la banque qui m'aura refusé le 110%, parce que s'il accepte le 110%, j'ai pas à lui proposer un acte en main, on est d'accord, hein. L'acte en main, c'est vraiment pour hacker, pour par derrière. Je vais avoir ma banque, je vais dire, monsieur le banquier, je veux un crédit pour un studio à 108 000 euros. Très bien. Donc, le banquier, on nous explique qu'il faut lui cacher, hein, manifestement. Sauf que l'acte en main, c'est une clause qui est inscrite dans le compromis. Donc déjà, on prend le banquier pour un con. Ok ? Mais ils le disent comme ça, hein. Ils disent, on s'en fout, faut le prendre pour un con, il connaît rien, de toute façon, le banquier, c'est pas un investisseur. Très bien. C'est bien pour construire une relation, c'est bien. On mord la main qui nous nourrit. C'est très bien. Bon, peu importe. Ou alors, il y a, bon, s'il le voit pas, on lui dit rien, c'est pas grave. Ok, alors, admettons qu'il l'ait pas vu dans le compromis. Lorsqu'il y a l'appel de fonds du notaire, on a expliqué préalablement au banquier que nous, on mettait l'apport et donc on investissait sur un bien à 100 000 euros. Bah, il va peut-être s'étonner lors de l'appel de fonds, qu'on fasse pas un virement également des frais de notaire. Donc, en termes de confiance, pour moi, c'est débile. Pardon, hein, Paco, mais c'est débile. Et surtout, il y a des conséquences dont personne ne parle en matière fiscale, en matière de coûts. C'est-à-dire que lorsqu'on exploite un bien en location meublée, on peut, lorsqu'on déclare ses revenus au régime réel, bénéficier donc on peut passer en fait les frais de notaire en charge. Et bien souvent, ça crée un déficit pendant quelques années qui nous permet justement d'être en déficit. Et ça, c'est pas mal parce qu'on paie pas d'impôts. Mais on va me dire, oui, mais les frais de notaire, on va donc pas pouvoir les passer en charge, mais on va pouvoir les passer en amortissement. Effectivement, on va déduire un prix d'achat qui est supérieur. Au lieu d'amortir 100 000 euros sur 25 ans, enfin sur 30 ans, on va déduire 108 000 euros. C'est vrai. Donc on va amortir ces frais de notaire indirectement, on va les amortir sur une année. Sauf que, pour rappel, on n'amortit pas le terrain, d'accord ? On amortit généralement, environ 85% du prix d'achat. Ce qui veut dire qu'on va perdre, entre guillemets, 15% d'amortissement sur ces frais de notaire. Tu me suis ? Ouais. Voilà. Ils auraient pu être déduits à 100%, quoi. Alors qu'ils auraient pu être déduits à 100%, ou alors, si on avait fait, si on avait fait un achat avec un apport classique, pas un acte en main, on aurait amorti le prix du bien et on aurait amorti les frais d'agence et les frais de notaire, mais à 100%. Mm-hmm. D'accord ? Et là, vu que c'est de l'acte en main, on considère qu'ils viennent majorer le prix d'achat. Donc, le prix d'achat d'un bien qu'on amortit pour 85%. Deuxième chose, si on bascule vers un statut de loueur meublé professionnel. À la revente, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à la revente, il y a une plus-value long terme, une plus-value court terme, qui peuvent, sous condition, être exonérées, hors SSI, hors amortissement. Ok ? Amortissement qui subissent le SSI, de la plus-value court terme. Vu qu'on a mis ces frais de notaire en amortissement, et que ces amortissements subissent le SSI à 45%, quand on va revendre, on va payer du SSI sur ces frais de notaire. Autre élément, on paye, en faisant de l'acte en main, on va payer des frais de notaire sur une transaction, sur un prix qui comprend déjà des frais de notaire. Alors, l'assiette la différence n'est pas énorme, hein, mais l'assiette est supérieure. Donc, on paye des frais de notaire sur des frais de notaire. Mmh. Donc, ça a un coût. Tu vois ? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que je comprends pas comment on peut faire la publicité de cette méthode, parce que, encore une fois, si le banquier, il accepte le 110%, il refuse, le 110%, c'est pas pour accepter l'acte en main. Ouais. Non, mais c'est juste que facialement, effectivement, tu dis, waouh, le truc, il disparaît, quoi. Oui. Ah bah, c'est vendu comme tu paies pas les frais de notaire, quoi. Parce que, en fait, c'est un 110% déguisé, l'acte en main. Et tu sais d'ailleurs l'origine, pourquoi il existe et dans quelle mesure, dans quel type de transaction ou de situation il avait été utilisé ou il a utilisé ? Sincèrement, non. Je l'ignore. Moi, je l'ai fait en tant que vendeur. Et d'ailleurs, l'acquéreur s'est quasiment grillé. Et en plus, le notaire avait failli me faire payer la plus-value sur un prix plus élevé. Parce qu'il n'avait même pas fait attention, le notaire. Donc, j'avais failli payer une plus-value, enfin, une différence avec un prix qui était gonflé des frais de notaire, quoi. Bon, bref. Donc, du coup, je l'ai en pratiqué de l'autre côté. Je me permets de dire que c'est pas forcément quelque chose de favorable. Et il faut bien comprendre une chose. C'est que, pourquoi une banque demande un apport ? Souvent, c'est pour
c'est pour gérer les risques. C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, bah, si j'ai un impayé, enfin, si l'emprunteur fait défaut, bah, je récupère son bien et je le vends. Et je récupère ce que je lui ai prêté. Si elle vous a prêté que le prix du bien, bon, bah, le vend, globalement, elle va retrouver ce qu'elle vous a prêté. Par contre, si elle vous prête à 110%, c'est-à-dire frais de garantie plus frais de notaire, et que vous faites défaut, bah là, elle est sûre déjà de perdre ses 10%. Voilà. Et parfois, elle demande aussi un apport pour l'endettement. Donc, si elle vous demande un apport pour l'endettement, bah, le fait de faire un acte en main va gonfler le prix. Donc, l'endettement, en fait, il va pas être respecté non plus. Donc, je comprends pas comment des formateurs qui comment dirais-je, qui se considèrent comme sérieux peuvent produire des vidéos, des promesses, non mais c'est voilà. Après, s'il y en a qui peuvent, alors à chaque fois que je fais des vidéos fausses croyances, j'invite tous les coachs immobiliers ou même tous les investisseurs, parce que moi aussi j'ai envie d'apprendre, et j'apprends tous les jours d'ailleurs, hein, mais bon, pas d'eux, à venir commenter et à venir débattre, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein. Je détiens pas la vérité, hein. Mais bon, sur ce point-là, j'ai personne qui a réussi à m'expliquer. Tant qu'on est dans les filouteries un peu avec son banquier, il y a aussi un autre cas de figure qui pourrait nous permettre de garder l'apport, c'est quand on vend un bien sur lequel il y a un crédit et que on s'imagine ou on imagine que ça peut être une bonne idée de pas rembourser ce crédit, de continuer à payer des mensualités du coup et d'avoir le produit de la vente à côté, un gros apport possible à mobiliser. Qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, c'est tentant. Je comprends que ce soit tentant quand tu as acheté un bien à 1% et que là, tu te dis, bon, alors je vais vendre et là, je dois réemprunter à 5. Je comprends. Pour moi, c'est d'ailleurs un peu mal fait de la part des banques. Mais par contre, je ne conseillerais pas à un investisseur de ne pas solder son crédit. Parce que, encore une fois, on va comparer l'immédiateté et le long terme. Dans l'immédiat, c'est très bien. Je peux investir en marchand, je peux racheter un bien, je peux faire différents apports. Mais alors, sur le long terme, attention. Et je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure. Soit on a cette chance, ou alors on l'a prévu et on est très bien formé et on a négocié une clause de transférabilité. C'est-à-dire que c'est une clause qui permet, sous condition, de pouvoir réaffecter un crédit à un autre bien. Et là, on fait ça de manière tout à fait légale. On garde son crédit, on réaffecte ce crédit à un autre bien. C'est assez rare. Ça existe, hein, mais c'est assez rare. Soit on est sur un crédit qui est garanti par une hypothèque. Bon, bah là, on n'a pas le choix. Hein. Là, c'est le notaire qui rembourse la banque. Pas le choix. Là, ce que recommandent certains, c'est quand on est dans le cadre d'une caution. Effectivement, quand on est dans le cadre d'une caution, on va chez le notaire et quand on vend son bien, il va nous demander un RIB. On n'est pas obligé de lui donner le RIB de la banque dans laquelle on a réalisé ce crédit. Et donc, il y en a beaucoup qui conseillent de faire virer l'argent sur un autre compte pour ensuite réattribuer cet argent à d'autres investissements. Alors, d'un point de vue juridique, il faut savoir que quand on fait un crédit immobilier, il y a une notion d'affectation. C'est-à-dire que, comment dirais-je, c'est inscrit au contrat, un crédit, il est affecté pour un usage précis. Et donc, il y a lors de la revente, il y a obligation de rembourser le capital restant dû. Okay ? Le risque, bah, c'est la déchéance du terme du crédit, tout simplement, c'est-à-dire un remboursement immédiat. Et ça, les banques n'ont même pas besoin de faire des procédures. Hein. C'est assez facile pour elles. Est-ce que ça se fait? Je ne sais pas quand elles le découvrent. Mais en tout cas, j'avais pris connaissance de certaines jurisprudences. Il faut être prudent. Ça, c'est le risque. Maintenant, concrètement, il y en a qui vont me dire, oui, mais alors, si on fait comme ci, si on fait comme ça, on y arrive. Alors, il arrive parfois, enfin c'est souvent le cas, quand on achète un bien immobilier dans une banque, pour jouer le jeu, on prend la PNO aussi dans cette banque. Donc évidemment, quand on va revendre un bien et qu'on solde pas le crédit dans la banque, ceux qui vont annuler la PNO, bon bah ils vont se faire griller. Hein. Il y a un gros risque qu'ils se fassent griller. Deuxième chose, il va falloir continuer à payer le crédit. Donc, on peut bloquer de l'argent et faire des versements. Mais la banque va peut-être se demander, mais alors pourquoi vous avez un locataire, il vous verse plus l'argent sur le crédit et ça arrive d'un autre compte, mais de vous-même. Bon, on peut l'expliquer. J'ai fait des travaux, j'ai mon locataire finalement qui est dans une autre banque. Bon, ça peut s'expliquer. Mais là où par contre, pour moi, selon moi, c'est très dangereux, c'est lorsqu'on va vouloir réinvestir. Parce que lorsqu'on va vouloir réinvestir, quand on fait une demande de crédit, aujourd'hui les banques, elles demandent des documents, mais c'est très exhaustif. Elles vont demander l'acte de vente initial d'un bien. Ok ? Elles vont demander les offres de crédit initiales.
elles vont demander les baux de location, elles vont demander les taxes foncières. Donc, il faut être très prudent. Mais on va prendre l'exemple. Je vends un bien, d'accord, Paco, je vends un bien, j'utilise l'argent, la totalité, pour acheter un autre bien, d'accord, qui va me générer des loyers, d'accord. Donc, quand je vais faire un autre crédit dans une autre banque, évidemment, il faudra que la banque elle utilise un autre organisme de caution, parce que sinon ils vont se rendre compte, hein, d'accord. J'explique pas comment il faut faire, j'explique que même en pensant à tout, on va se faire griller. Je vais voir une autre banque pour faire un crédit. Donc, j'ai un crédit, d'accord, qui a une destination d'un bien immobilier qui a été vendu, mais que, comment dirais-je, je n'ai pas sur le crédit, et un loyer qui est sur un autre bien immobilier, d'accord. Et je vais dire à la banque, regardez, j'ai un crédit, j'ai un loyer. Très bien, donnez-moi le bail de location, la taxe foncière. Bien sûr, j'ai un bail de location, j'ai un locataire, et j'ai une taxe foncière. Très bien, donnez-moi les offres de crédit initiales. Aïe, la destination, elle n'est pas sur le bien que j'ai acheté cash. Aïe. Donnez-moi le compromis. Aïe. Le compromis que j'ai sur le bien que je viens d'acheter, bah, il correspond pas au tableau d'amortissement que j'ai remis. Donc, on se fait griller, en fait. Donc, il faut faire très attention. Ceux qui font ça sont obligés, le petit mensonge qui te fait en faire une quinzaine derrière, ils sont obligés après de rentrer dans des dimensions de falsification, de cacher des crédits alors, tu caches un crédit en plus tu caches un crédit, ça veut dire que les relevés, tu vas pas les donner, les relevés où il y a ce crédit-là, où tu vas les falsifier. Mais alors, du coup, les transferts que tu fais vers ce compte-là pour payer ton échéance de crédit initial, tu vas devoir le cacher aussi. Enfin, ça te fait rentrer dans des... Moi, j'en connais qui l'ont fait, c'est une usine à gaz. Et in fine, ça les a bloqués. Soit ils se sont fait gauler, soit ça les a bloqués. Et ceux qui se sont fait gauler, c'est quoi la conséquence? Alors, en fait, ils se sont fait gauler quand ils ont monté le crédit. Pas quand ils l'avaient dans une autre banque. Donc, on leur a dit, attendez, il y a quelque chose qui va pas, puis là, ça bégaye, et puis hop, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu aller plus loin dans l'obtention de leur crédit. Je connais personne qui s'est fait gauler par sa banque et qui a dû rembourser le crédit. Je sais qu'il y a des jurisprudences, mais je sais pas des gens que je connais personnellement. Et ça serait a priori quand même, bah, si tu gardes l'argent sur le compte et que t'as pas fait n'importe quoi avec, tu rembourses ton prêt, merci, au revoir. Pas forcément. Si tu te fais, entre guillemets, oui, ou tu peux dire, ah oui, alors ça dépend quand, si c'est 2-3 mois après, oui, bien sûr. Si c'est 3-4 ans après, l'argent, je sais pas si tu l'as, quoi. Ouais, et puis il y a peut-être des pénalités qui commencent à jouer, quoi, à ce moment. Ouais, probablement, ouais. Je sais pas, mais c'est quelque chose que je déconseille, personnellement. Les conseillers sont pas les payeurs, ceux qui vont conseiller ça. Ou alors, il faut le faire, il faut assumer le risque. Mais une fois qu'on a réemployé l'argent en marchand ou dans un autre prêt, si on se fait gauler parce que 3 ans après, on fait un autre crédit, on a complètement oublié, on donne son dossier, on a complètement oublié l'organisme de caution du crédit initial, et puis bah, quand on fait un crédit garanti par une caution, bah, ils se rendent compte, ah mais attendez monsieur, il y a un crédit là, je comprends pas, il est pas soldé, enfin... Ça me fait penser un peu à la stratégie à l'époque de la doublette, hein. Ça, c'est vraiment le truc border. Absolument, ouais. Absolument. La doublette, les triplettes, les quadruplettes. Moi, enfin, effectivement, il y a des règles et je conçois c'est pas évident parce que les règles de l'investisseur, elles augmentent en permanence. Quand c'est pas la réglementation de la LCD ou la colocation, avec le plafond de loyer, eh bien, c'est la fiscalité. Tu vois, on l'a vu avec le PLF 2024, ça évolue tout le temps. On a une insécurité fiscale, etc. Les banques, le HTSF, c'est pas évident. Franchement, aujourd'hui, être un investisseur, c'est pas évident. Donc, je peux comprendre qu'on cherche des stratégies. Maintenant, selon moi, il faut être plus malin que ça parce que c'est de plus en plus, enfin, avec la digitalisation de tous les documents, etc., ça devient de plus en plus difficile. Et moi, c'est pas quelque chose que je conseille. Je pense qu'on peut y arriver à avoir de très bons résultats, à être performant en tant qu'investisseur en respectant les règles. Ça met peut-être plus de temps, mais on dort mieux. Est-ce que, parce que là, on a enchaîné les mauvaises nouvelles, puisque c'est un petit peu le thème. Non, mais je veux pas. Alors, ouais. Est-ce que du coup, on pourrait imaginer peut-être, est-ce qu'au contrario, il y a des choses, des astuces peut-être, qui sont réelles, mais qui sont méconnues même par des formateurs ou même des gens, et qui sont ou alors sous-estimées, qui pour toi mériteraient qu'on mette un peu le focus dessus, quoi, pour les investisseurs? Oui, bien sûr. Alors, je précise effectivement, je veux pas être un extincteur. Je passerai pas des centaines d'heures à produire des formations gratuites si je ne croyais pas en l'immobilier, en l'investissement immobilier, évidemment. Sauf que j'essaie d'avoir une lecture un peu... Bah, je vends pas de formation, donc je peux avoir une lecture un peu plus objective. Oui, bien sûr. Alors, il y a la vente à terme, par exemple, quand on est bloqué par les banques. Alors, encore une fois, c'est pas des méthodes miracles dont je parle. Hein. Ce sont des astuces, des leviers qui peuvent être utilisés
pour permettre de sortir et d'éviter tous ces blocages. Donc il y a la vente à terme. En gros, la vente à terme, c'est entre guillemets comme un viager, sauf qu'il n'y a pas de notion d'aléa. Le terme est fixe, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire le jour où on achète son bien immobilier. Par contre, c'est le paiement qui est à terme. D'ailleurs, il y a des marchands de biens qui utilisent ça aussi. Bref, donc une vente à terme, en gros, c'est le vendeur qui est la banque. D'accord ? Donc je vais voir un vendeur et je vais lui expliquer que son bien, il en veut 200 000 euros. Je vais lui verser 300 000 euros sur 15 ans. Et je vais lui verser 50 ou 100 000 euros d'un coup. Voilà. Donc il y en a qui vont dire mais quel est l'intérêt pour le vendeur ? Alors je vais pas rentrer dans les détails là, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Et il y a un intérêt déjà, c'est que les rentes qu'on va lui verser, c'est des mensualités, ne sont pas fiscalisées pour lui. Et puis il y en a qui veulent ils veulent éviter une succession pour leurs enfants, par exemple. Ils veulent faire différemment que la succession classique, donc ils préfèrent faire une vente à terme. Bon. Encore une fois, ceux qui veulent plus de détails, ils aillent voir la chaîne. Mais la vente à terme, c'est une stratégie qui permet, voilà, à des personnes de pouvoir éviter la banque pour financer un projet immobilier. D'accord ? Moi, quand je suis tombé dessus, juste pour rester une seconde sur la vente à terme, parce que ça me semble effectivement un super moyen de développer, et j'arrive pas à... Alors, j'ai l'impression que c'est pas très aimé des notaires. Comment tu te vois, toi, l'évolution de la vente à terme ? Il y a beaucoup d'investisseurs qui vraiment essaient d'en faire leur stratégie, mais c'est pas assez développé. Et comment tu penses que ça peut évoluer ? Est-ce que ça peut vraiment être quelque chose de stratégique, ou ça va être que des mouvements d'opportunisme si on trouve le vendeur qui veut vraiment... qui accepte finalement, quoi. Alors, moi, je fais la différence entre la vente à terme pour un investisseur locatif et pour du marchand. Voilà. Pour marchand, il y a des marchands qui savent faire, avec des notaires qui savent faire, et en gros, ça leur permet de ne pas avoir à sortir l'argent avant de devenir propriétaire. En fait, ils vont payer le vendeur de leur bien avec l'argent de la personne à qui ils auront revendu. Voilà. Bon, c'est un peu technique, mais ça se fait. Pour un investisseur locatif, effectivement, c'est à la marge. Il y a pas mal de personnes de confession musulmane qui ne souhaitent pas faire de crédit avec intérêt, qui utilisent ça, qui sont intéressés par ça, et qui en font beaucoup. Généralement, ce sont les agences qui proposent les ventes à terme, sont des agences qui travaillent avec, qui proposent déjà des viagers, d'accord ? Ils proposent des viagers, et viager vente à terme, c'est assez proche. C'est une niche, clairement, c'est une niche. Alors, pour te répondre, est-ce que ça va se généraliser ? C'est possible si, par exemple, on prend comment dirais-je, l'éventualité d'une hausse des taux avec un marché immobilier qui se tend, des vendeurs qui n'arrivent pas à vendre leurs biens parce que les acquéreurs n'ont pas leur crédit. Bon là, effectivement, ils vont peut-être être beaucoup plus ouverts à ces propositions de vente à terme. Voilà, ça pourrait être une raison qui facilite la compréhension. Déjà, il faut bien le comprendre parce que la plupart des vendeurs le connaissent pas. Voilà, et ça va dépendre de leur projet. La plupart, ils veulent récupérer de l'argent pour passer sur un autre projet. Maintenant, celui qui a, je sais pas moi, une résidence principale et qui veut partir en maison de retraite, puis qui vend son bien à terme, il va avoir des mensualités, ça va lui payer sa maison de retraite. Puis il a un bouquet au départ, c'est pas fiscalisé, contrairement à viager. Pour lui, il y a un intérêt, quoi. Ça dépend, je dirais, surtout comment dirais-je, la qualité du vendeur. Ouais, ça sera vraiment que dans des cas particuliers pour débloquer des problématiques plutôt que... Après, en autre stratégie, là récemment, j'ai publié une vidéo un peu formation sur l'immobilier à subvention. C'est-à-dire que aujourd'hui, très clairement, il y a des besoins en France. L'État a besoin de rénover, on va dire, au moins 30% de son parc immobilier sur le territoire, et donc compte sur les investisseurs privés, évidemment, et donc va mettre en place des dispositifs de subvention et qu'on va pour cumuler de la défiscalisation. Et c'est vrai, je me suis intéressé récemment parce qu'au sein de l'agence immobilière que j'ai des biens qui sont éligibles à ces subventions. Je me suis intéressé à ça, et c'est vrai que ça peut être très porteur parce que on va pouvoir, bénéficier je sais pas moi, enfin ça va dépendre en fait du type de loyer qu'on va appliquer, parce que ça va être des loyers plafonnés, évidemment, il va falloir répondre à un cahier des charges, évidemment. Mais on va pouvoir avoir un rendement très correct et pouvoir bénéficier d'un coup, une fois qu'on a réalisé son opération, parce que les subventions arrivent entre 6 mois et 1 an après, eh bien de
50, 100 000 euros d'un coup qui vont arriver. Ça dépend de la hauteur du projet. Hein. Je crois que tu avais fait d'ailleurs un podcast sur ça. Et ça, pour moi, c'est bien parce que cash is king. Et puis on touche 50 ou 100 000 euros 6 mois après son projet, qui est un projet déjà avec du rendement, parce que généralement dans des zones à rendement, même malgré le plafonnement des loyers, on va quand même pouvoir faire du rendement. Et avec cet argent, on va pouvoir soit acheter un bien cash, entre guillemets, même s'il faut utiliser l'effet de levier, mais c'est une option, soit réduire considérablement sa mensualité de crédit, soit faire du marchand de biens, soit mettre cet argent en apport en CCA dans une société de marchand de biens ou dans une SCI. Enfin, c'est pour moi un levier que je méconnaissais il y a quelques mois et que j'ai découvert, encore une fois, via l'agence immobilière que j'ai cofondée, et je trouve que c'est très pertinent. C'est vrai que c'est un vrai projet à mener avec tous les tenants, l'aboutissant. Il faut être assez structuré, organisé. Ça s'apparente quand même pas mal à du marchand, même si ça va être du locatif derrière. Mais en tout cas, pour le temps du projet, c'est pas un truc, tu vois. Il y a l'administratif, il y a un consensus à trouver entre les ABF, les services d'urbanisme, l'ANA, etc. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est une piste à explorer. Après, pour revenir sur, parce qu'on parlait de revendre son bien sans rembourser le crédit, etc. J'avais fait une vidéo, et d'ailleurs je suis le seul à en parler de mémoire, avec un investisseur, c'est la main levée hypothécaire. En gros, c'est, je te la fais court parce que c'est une vidéo de 45 minutes, tu as un immeuble, d'accord ? Tu as un immeuble avec 5 ou 6 lots, et puis tu décides de vendre un lot, d'accord ? En théorie, tu es, quand tu as une hypothèque, obligé de rembourser, d'accord ? Maintenant, tu peux faire ce qu'on appelle une main levée hypothécaire partielle, d'accord ? C'est-à-dire dire à la banque, vous levez l'hypothèque partiellement sur ce lot-là, je vais le vendre, et le cash, je vais le garder pour moi, ok ? Et les conditions, c'est simplement que la valeur vénale des lots qui restent soit 110% supérieure au capital restant dû, d'accord ? En gros, eux se disent, avec les lots qui restent, de toute façon, on est garanti, ok ? Voilà. Et donc ça permet de cumuler de l'arbitrage, de vendre un lot, et de ne pas avoir à rembourser le crédit, d'accord, ou une partie du crédit, et de pouvoir réinvestir cet argent en apport. Et le prix d'un lot, quand même, quand on vend un lot d'un immeuble, c'est quand même une belle somme qu'on peut réallouer après à autre chose. Et ça, c'est bien de le connaître, parce que si on est sur une caution, et ça, c'est bien anticipé, si on est sur une caution, la caution, on va être obligé de rembourser, parce que la caution va être dégradée. Donc c'est pour ça que ça demande de l'anticipation, ça demande de prendre une hypothèque, et on peut le faire avec un lot, avec un garage. Hein. Tu as un studio avec un garage, tu veux vendre ton garage, 20-25 000 euros, tu démontres à la banque que la valeur de ton studio dépasse 110% du CRD, et on va dire ok, vendez votre garage, l'argent il est pour vous, de manière légale, sans avoir à cacher à la banque que tu as vendu. Tu vois, ça c'est des petites astuces, il n'y a aucun formateur qui en parle. Moi je l'ai apprise avec un investisseur de terrain qui fait. C'est surtout avec l'expérience qu'on découvre des petites astuces. Pour moi, il n'y a pas de recette miracle en immobilier. Il y a des façons de faire, évidemment, il y a du bon sens. Mais voilà, après, encore une fois, le but, c'est de pas être cynique ou de pas être dans le noir. Évidemment, il y a toujours des solutions. Mais c'est pas un miracle, l'immobilier. C'est beaucoup de travail. Parce que moi, je suis peut-être un peu lent juste sur cette partie-là. Comprendre l'astuce de la transaction, parce qu'on disait tout à l'heure, prêt hypothécaire, il n'y a que dans les conditions que c'est un prêt sous caution qu'on peut rembourser, on peut cacher, entre guillemets, c'est plus facile de cacher le fait d'avoir vendu un bien sans avoir repayé son crédit. Là, tu parles d'un prêt hypothécaire dès le départ qui est construit de manière à pouvoir, si on fait la revente, de pouvoir se dégager du crédit. C'est ça l'idée ? Oui, alors ça nécessite qu'il y ait plusieurs lots et que la valeur vénale des lots restants après la vente soit supérieure à 110% au CRD, au capital restant dû. Et ça, c'est écrit contractuellement au démarrage du prêt, quoi, c'est ça ? C'est bien d'en parler, d'accord ? Mais c'est à la vente où tu dis, voilà, je voudrais faire une main levée hypothécaire. J'ai une hypothèque sur cet immeuble, je voudrais qu'on lève partiellement l'hypothèque sur un des lots. Alors il y a des frais, il y a des frais de main levée, mais ça permet de ne pas avoir à rembourser le crédit. Et quand je sais pas, moi, si t'es sur un immeuble de 5 studios, tu récupères un studio, je sais pas moi, à 80 000 euros, ça te permet de pouvoir investir ces 80 000 euros et de pouvoir avancer justement et de débloquer les contraintes qu'on subit vis-à-vis de toutes ces règles du jeu qui se complexifient, quoi. Super, ouais, non, c'est super astuce. Ça. Ouais, on se crée une réserve en fait sur le financement de biens qu'on a acquis. Exactement.
Et tu as aussi, j'ai fait une vidéo aussi par rapport à ça. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas une solution miracle, mais c'est le prêt hypothécaire. D'où l'importance d'ailleurs parfois de prendre des durées courtes ou d'investir dans des zones patrimoniales. Le prêt hypothécaire, c'est quoi? C'est j'ai été au bout ou quasiment au bout du remboursement du crédit d'un bien. Je mets ce bien en garantie et je vais lever jusqu'à 50% de sa valeur vénale. Ok? Pour faire un investissement à l'étranger, en France, ou pour lever de l'argent, pour faire un apport en CCA en marchand de biens, par exemple. D'accord? Alors, il y a un crédit, il faudra rembourser une échéance, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un levier, pareil, méconnu, dont on parle peu, et qui va permettre, dans bien des cas, d'aller au-delà des 35% d'endettement. On va pouvoir aller jusqu'à 40% à peu près. Il y a peu de banques en France qui le pratiquent, mais il y a des banques européennes qui le pratiquent pour des prêts en France. Et encore une fois, ça j'en parle sur ma chaîne, mais encore une fois, c'est méconnu. Mais il y a des personnes qui ont 2-3 biens payés, qui ont des revenus locatifs, qui voudraient continuer à investir. Et d'ailleurs, les vrais rentiers, pour moi, c'est ça qu'ils font. Ils ont un parc immobilier qui est payé. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils n'ont pas d'activité autre que l'entrepreneuriat immobilier, on va dire. Et ben, ils mettent en garantie ces biens-là pour lever de la dette et pour faire encore des investissements. Ouais, ouais, d'accord. C'est un petit peu le même principe aussi quand tu arrives par exemple à la fin du LMNP et tu souhaites en fait racheter, une sorte d'OBO racheté par une SCI, le bien, et puis après pour pouvoir amortir derrière, tu recrées du levier en fait sur un bien qui est déjà amorti. Exactement. C'est une autre façon. Voilà, encore une fois, c'est pas des recettes miracles, mais c'est des. J'essaie moi sur la chaîne en échangeant avec des investisseurs ou parfois des professionnels, de prendre connaissance de certaines stratégies, comment font les autres, etc. Je suis très curieux et bien souvent j'apprends des choses et tant mieux d'ailleurs. Mais voilà, le climat il est ce qu'il est, le contexte il est ce qu'il est, mais c'est absolument pas la fin de l'investissement. Faut pas faire attention à ça. Faut évidemment être positif. Encore une fois, je veux pas avoir l'image d'un extincteur. C'est juste que je suis régulièrement en opposition avec les promesses, avec les stratégies miracles de certains, mais on a quand même cette passion commune qui est l'immobilier. Voilà, moi je suis vraiment passionné par l'immobilier. Bon, certains sont passionnés surtout par la vente de formation, mais non, j'exagère. Mais tu vois, faut pas oublier qu'on a une vision différente, une façon différente de l'appréhender, mais au départ, on est tous passionnés par ça, et donc on doit pouvoir tous trouver des solutions, quoi. Ouais, bien sûr. Tu tapes pas mal sur les formateurs et tu observes aussi, comme tu dis, tu interviens beaucoup dans les groupes Facebook, entre autres. Quelle est aujourd'hui on va dire sur l'horizon, ton point d'observation justement des marchés de formation, et qu'est-ce pour quelqu'un par exemple qui veut investir en immobilier, bon tu l'as dit, l'expérience est clé, mais où est-ce que tu pourrais conseiller aux gens d'avoir de l'information de qualité, et de quelle. Pour toi, qu'est-ce qui justifierait de payer pour avoir une formation? Quels sont peut-être les indicateurs aussi qu'on est sur une formation qui est sérieuse, contre au-delà du prix, qu'on soit sur une formation un peu bidon? Comment c'est ton point de vue sur l'univers des formateurs aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, le marché de la formation digitale, je pense qu'il est sur la fin. Ça, les formateurs l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils proposent de l'accompagnement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un petit peu le upsale, c'est que ils se sont rendus compte, parce que moi j'échange aussi en privé, alors il y a des choses que je peux pas dire, mais en privé avec des formateurs ou des membres de l'équipe, des équipes de formateurs très connus, qui m'expliquent que parfois des clients de formation n'ouvrent même pas les liens. Il y a que 30 ou 40% pour certains qui vont au bout de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont acheté avec un biais émotionnel à la fin d'un webinaire où on lui a fait une offre, on lui a montré que Jean-Jean il était rentier avec 3 LCD dans la Creuse, et que du coup lui il s'est senti, voilà, il a acheté, puis après quand sa vie reprend, il commence à se mettre dedans, et puis il se rend compte que c'est pas fait pour lui. Donc il y a un marché de l'accompagnement qui vient, entre guillemets, et j'en parlais tout à l'heure, des gens qui ont acheté plein de formations, qui vient combler les manques de compétences parfois, mais les manques de ces personnes qui se sont formées avec du théorique. Mais le théorique, c'est pas adapté, c'est pas spécifique à un investisseur. C'est ça aussi le reproche que je fais. Donc il y a un marché de l'accompagnement qui marche. Je pense qu'il va encore marcher. Se pose la question des certifications. Est-ce qu'on est dans le conseil en investissement? Est-ce que, bon, moi je m'en occupe pas, mais voilà.
mais il y a un marché, très clairement. Avec des offres entre 10 000 et 30 000 euros parfois l'année pour avoir un accompagnement. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'assurer que l'accompagnement il soit réalisé par le formateur, par l'expert, qui vienne sur le terrain et pas qu'il fasse un call en vidéo une fois par mois avec un membre de son équipe qui est un débutant. Parce que ça aussi, je l'ai entendu. Parce qu'il faut savoir qu'avec tout ce que je produis, j'ai tous les jours, toutes les plaintes, c'est pour moi. Hein. Hey, il fait ci, il fait ça. Donc, je me nourris de ça un petit peu, mais j'ai aussi le bon. Hein. Il y a des gens qui vont me dire, bah voilà, j'ai fait sa formation, c'était super. Enfin, son accompagnement, c'était super. Et je l'entends aussi. Donc, le marché de la formation digitale, pour moi, on est sur la fin. Le CPF a un peu sauvé quelques formateurs, a fait durer un petit peu le business. On est sur l'accompagnement aujourd'hui, ça fonctionne pas mal. Pour certains, ça fonctionne très bien. Parce que clairement, l'immobilier, c'est du spécifique. Voilà. C'est pas du théorique. Donc, une fois qu'on cible ça, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, si je devais conseiller à quelqu'un, bah, déjà, je militerais pour ma paroisse, mais pour du théorique, je lui dirais d'aller sur ma formation. C'est pas moi qui le dis, hein, Paco, tu pourras te renseigner. Je crois pas qu'il y ait de véritable plus-value à aller chercher de la formation payante à 2000 euros pour avoir la copie d'un bouquin qu'on a à la Fnac, quoi. Je vois pas vraiment de plus-value. Et puis en plus de ça, je sais qu'il y a beaucoup de thèmes dont je parle et qu'eux ne parlent pas. Donc bon, voilà, sur le théorique. Maintenant, si quelqu'un, je suis partagé après sur la suite. C'est-à-dire que si quelqu'un a besoin d'être pris par la main, je sais pas s'il faut qu'il fasse vraiment de l'immobilier. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut pas mieux qu'il fasse des SCPI ou je sais pas parce que ou de la bourse, hein, tu vois. L'immobilier à un moment donné, il faut quand même passer à l'action, quoi. Il faut quand même y aller, quoi. Donc si quelqu'un ne passe pas à l'action, il y a besoin d'être en permanence tenu par la main. Je lui dirais peut-être réfléchis bien. Voilà. Après, je pense qu'il y a de bonnes formations. Il y a de bonnes formations en locatif. Il y a de bonnes formations en marchand. Enfin, de bonnes formations en marchand. Je vais pas dire qu'il y a de bonnes formations en marchand. Je vais dire que il y a, je pense, des groupes d'investisseurs. On peut en parler, hein, on peut en parler clairement. Moi, j'ai au sein de l'agence des investisseurs des biens qui m'ont été apportés par des membres du cercle. Ce que je peux te dire, je vais pas faire la publicité du cercle, hein, mais ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont extrêmement bien formés. Ça, je m'en suis rendu compte. Voilà. Et j'ai rarement vu des personnes aussi bien formées. Voilà. Après, il y a un coût. Ça peut être clivant. Je ferai pas la publicité, mais je sais que les personnes avec qui j'échange qui font partie du cercle ou les marchands de biens que je vois intervenir sur des groupes, c'est des professionnels. Voilà. Ça, je peux le dire. Donc, si ça a un coût, je sais même pas de quel coût il a, mais si derrière on arrive à cumuler des marges qui fait que ça rattrape cet investissement, évidemment, le but c'est de le dépasser, bah pourquoi pas. Mais pour répondre à ta question, c'est délicat, c'est une question piège parce que je conseille jamais, moi. Quand on me demande qu'est-ce que tu penses de tel produit, si j'ai entendu bien, je vais dire oui, il y a ça, j'ai entendu bien, ça, moins, mais je vais indiquer à quelqu'un parce que moi, je me suis formé comme ça, Paco, j'ai pris des livres, j'en ai encore acheté un là, un avocat fiscaliste. Moi, je me forme avec des livres, des conférences de notaires, d'experts comptables. Je bois ça parce que pour moi, ça rentre dans ma tête et je comprends tout, mais il y en a qui ont besoin que ce soit vulgarisé. Enfin, on n'est pas tous pareils, et peut-être que quelqu'un qui aura plus de mal à absorber tout ça, bah, aura de meilleurs résultats que moi. Donc c'est difficile de répondre. Non, bien sûr. Et puis, non, mais j'attendais pas non plus forcément une réponse sur quel institut de formation est meilleur qu'un autre, parce que moi aussi, je suis assez réaliste par rapport au fait que même en fait d'un point A à un point B, enfin d'un moment à un autre, il peut y avoir des réponses et des appréciations différentes du fait que voilà, le formateur, par exemple, même s'il est très bon, il va commencer à déléguer, la formation va perdre en qualité. Donc au moment où tu commences à investir dans un truc comme ça, c'est super, tu as plein de formations, c'est cool. Et puis peut-être 2 ans après ou 1 an après, déjà, tu as beaucoup moins de qualité, tu vois, c'est très variant. Mais c'est pour ça où je pense que j'ai à peu près la même approche que toi, de se dire il faut être curieux. Moi aussi, je pense que l'expérience, c'est super important. Ce que je vois naître, voilà, et je pense que les gens peut-être prennent moins ou pas assez attention à c'est tout ce qui est relation, enfin, comment dire, rendez-vous, networking avec des investisseurs, vraiment échange, des choses qui sont gratuites mais qui vraiment donnent dans des situations où effectivement son interlocuteur n'a pas intérêt à gonfler les choses parce qu'il n'a pas quelque chose à vendre ou quoi. Exactement. Là, franchement, c'est super enrichissant aussi, quoi. Je suis totalement d'accord. Et tu vois, nous, on a plusieurs groupes donc de marchands de biens. Alors, on filtre vraiment les entrées, les gens qui répondent pas au questionnaire, ils rentrent pas, etc. Et généralement, dans des groupes, bah, les gens qui sont présents, qui sont actifs,
ont des choses à vendre. Bon, c'est vrai. On a la chance, nous, d'avoir des notaires, des marchands de biens professionnels, hein, vraiment très expérimentés. Quand je vois des fois les échanges, les discussions entre eux, j'en ai mal à la tête tellement c'est un niveau et j'apprends énormément avec ça parce que j'ai l'impression d'être avec une table avec des personnes qui échangent. Et encore là, on est sur du digital, mais effectivement, comme tu le dis, quand on participe à des échanges physiques, présentiels avec d'autres marchands, on va sur leur chantier, on voit leur motivation, leur état d'esprit. C'est gratuit, entre guillemets, ou ça coûte un resto. Et c'est vrai que moi, je milite beaucoup plus pour ça que pour la copie d'un bouquin. Et en plus, nous, on a notre livre Marchand de biens qu'on a écrit, il a été plagié. Donc, le gars, il veut voir la formation avec notre contenu à 2000 balles. Tu te dis, mais en fait, et avec des promesses miracles, je peux pas être pro-formation aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, évidemment, il faut se former en permanence. Mais je pense qu'il ne faut pas spécialement adhérer à ce chantage de si tu te formes pas, tu vas faire des erreurs. Tu n'y arriveras jamais si tu n'achètes pas de formation, etc. Je pense qu'on peut, enfin, j'en suis entre guillemets la preuve en toute humilité, j'ai jamais acheté de formation. Mais encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui a cette façon d'absorber les informations, cette appétence au risque, etc. Donc, c'est pour ça que on peut pas appliquer, tout le monde est différent. Ça marche. Toi, donc, tu disais au tout début de l'entretien que tu avais migré vers de l'achat-revente. C'est ton activité principale maintenant, on est d'accord? Alors, non, enfin, en réalité non, parce que je suis associé avec ma compagne dans la société de marchand de biens, et c'est plutôt elle qui s'en occupe. D'accord. Je suis totalement transparent, c'est plutôt elle qui s'en occupe. Évidemment, je suis consulté, je vais sur les chantiers, je participe, évidemment, mais j'ai pas réellement de plus-value une fois que les opérations sont lancées. Elle est très forte. Je dis pas ça parce que c'est ma compagne, hein, même si demain on n'était plus ensemble, je dirais la même chose. Elle est très forte, elle se débrouille très bien. Et du coup, moi, j'ai pas réellement de plus-value par rapport à ça. Donc, entre guillemets, je suis associé dans la société qui fait ces opérations, mais je considère que c'est plutôt elle qui manage cette société. Moi, mon rôle, il est aujourd'hui plutôt sur l'agence immobilière, l'agence d'investisseurs, et puis je continue évidemment à faire du locatif, etc., à gérer mon parc locatif, quoi. Mais le marchand, c'est une passion, c'est quelque chose en moi qui m'anime. Et en plus, le marchand, c'est tellement vaste parce que, par exemple, nous, le marchand, comment on le conçoit, on achète un bien, on le rénove et on le revend clé en main. Mais le marchand qui fait de la vente, de l'addition parcellaire, c'est totalement différent. C'est pas du tout la même chose. Ou le marchand qui achète des immeubles pour les revendre en vire, c'est totalement différent. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est tellement hétérogène qu'on en apprend tous les jours, quoi. Mais pour l'instant, voilà, comme peut-être que dans 6 mois, si on rééchange, je te dirais, écoute, finalement, j'ai pris du recul, je délègue un peu l'agence, et puis aujourd'hui, je suis beaucoup plus présent dans l'activité de marchand. En tout cas, t'es plus salarié, quoi. C'est ça que je voulais dire, en fait. Je suis encore salarié. D'accord. J'ai réduit, ouais, j'ai bien réduit, mais je suis encore salarié. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit salariat bashing en ce moment. Non, mais je comprends maintenant pourquoi t'as pris autant de temps à trouver le temps de venir me parler. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses. Non, mais en plus, c'est une activité que j'ai réduite, donc qui me prend pas énormément de temps, mais bon, qui me plaît. Et puis, encore une fois, quand tu es là, tu vois, on fait reconstruire une maison, donc raison principale. Alors, c'est un peu perso ce que je dis, mais bref. Quand on est allé chercher un crédit, on avait de très bons bilans dans la société de marchand, d'accord? Le locatif tourne très bien. Heureusement qu'on a pris, entre guillemets, mes revenus de salaire, qui étaient à l'époque, avant que je réduise, plutôt bons, tu vois, parce que sinon, ça aurait été particulièrement compliqué. Hein. Quand t'es entrepreneur, même si tu as d'excellents bilans, si tu ne te verses pas de salaire, c'est compliqué de lever de la dette, de lever du crédit. Donc, je garde ça en sécurité, tu vois. Voilà. Non, mais j'aime bien ça parce que en général aussi dans les couples comme ça, entrepreneurs investisseurs, c'est souvent la femme qui a le profil emprunteur régulier. Et là, pour le coup, c'est toi, donc c'est vraiment. Là, cool. C'est l'inverse et je l'assume totalement. Ça changera peut-être, mais je l'assume totalement. Et puis voilà. Peut-être que, enfin, si tu veux, même aujourd'hui, même si l'agence, tu vois, on l'a lancée il y a quelques mois, dans un contexte particulier quand même, mais ça tourne bien. Je m'interroge, est-ce que je veux retirer de l'argent de cette société pour vivre, pour remplacer mon salaire, ou est-ce que je me dis, je suis encore jeune, même si je suis un peu cerné aujourd'hui, mais je suis encore jeune,
et je préfère faire croître ma société. Tu vois? Parce que l'argent coûte cher aujourd'hui quand tu veux le récupérer. C'est 30 points de flat tax. Alors après, tu peux faire des montages, des holdings ou de salariés, etc. Bref. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis, allez, je fais encore des efforts, même si j'ai réduit, pour faire croître mes activités, mes sociétés. Et puis ça me permet, voilà, de pas avoir à vivre dessus, quoi. Tu vois. Après, encore une fois, c'est ma vision des choses, mais le salariat, il y a un salariat bashing. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Et on survend l'entrepreneuriat. Alors, j'ai la double casquette, donc je me permets de pouvoir donner un avis. On survend l'entrepreneuriat, mais parfois j'entends certaines personnes qui me disent je préfère 1000 fois gagner 2000 euros en étant entrepreneur que gagner 15 000 en étant salarié parce que j'ai pas travaillé pour un patron. Attention, entrepreneur, on travaille pour des clients. Moi, je le vois, quand je termine mon activité salariée, terminé, j'y pense plus. Ce que j'ai bien fait ou mal fait, j'y pense plus, terminé. L'agence immobilière ou les projets de marchand et les financements ou le locatif, etc., je peux te dire que ça tourne. Ça tourne tout le temps, la nuit, etc., qu'il y ait des enfants ou pas. Donc après, on essaie de se protéger, mais il y a la porosité. Donc attention, il y a une mode avec tous ces solopreneurs sur LinkedIn qui font des posts de 500 pages pour dire qu'ils gagnent 10 000 euros par mois, mais bon, ils vendent des formations derrière. Bref, attention, c'est pour moi, ce qui est important, c'est d'être épanoui, tout simplement. Et voilà, après, évidemment, quand on est entrepreneur, on n'a pas un revenu capé. On peut se dire, allez, je vais aller chercher autre chose, évidemment. Mais attention, moi, je fais les deux, j'adore les deux, mais je me garderai bien de dire que l'un est meilleur que l'autre. Yes, non, on l'a bien compris, tu as des opinions très, très, très franches sur ces sujets-là. On pourrait parler, tranché, ouais. On pourrait parler encore pendant 1 heure. On arrive un peu à la fin de l'entretien néanmoins. On en refera une prochaine, j'imagine. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Est-ce qu'il y a des endroits... Alors déjà, en termes de ressources, est-ce qu'il y a des... Bon, évidemment, la chaîne YouTube, ça c'est le premier qui va figurer dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a du coup d'autres ressources peut-être une ou deux que tu as en tête qui t'intéressent? Oui, alors donc les formations gratuites, on les trouve sur la chaîne de YouTube VDV Immobilier. Il y a un onglet playlist, dedans il y a un pack immobilier où on a toutes les formations. J'ai un compte Instagram VDV Imo, VDV_Imo, sur lequel je publie quotidiennement des extraits de mes formations, ou également je fais un peu de veille entre guillemets, c'est-à-dire que dès qu'il y a des nouveautés, etc., je les partage dessus. J'essaie d'être assez réactif. Facebook un petit peu, mais plus sur les groupes, quoi. Et puis sinon, on a notre livre évidemment. Et alors, on a toujours cette ambition-là de créer des événements pour se réunir ensemble, parce qu'on a beaucoup de demandes sur nos groupes. Ah oui, alors les groupes Facebook, c'est Marchand Bien Conseil. Il y en a plusieurs. Il y a Marchand Bien Conseil, le groupe généraliste. Il y en a un pour les professionnels, donc vraiment les professionnels marchands de biens qui ont une société, etc. Il y en a pour des annonces. Enfin, il y a différents groupes. On a également un site de solutions où on propose des solutions de financement aux investisseurs, d'assurance, d'experts comptables. Enfin, on recommande, entre guillemets, des personnes dont on a essayé les services. Mais sinon, que les personnes n'hésitent pas à me solliciter sur les réseaux sociaux. Et puis, si on fait des événements, de toute façon, on communiquera dessus. Mais on a beaucoup de demandes, effectivement, t'en parler. Et tu as totalement raison. Les synergies qu'on peut créer lorsqu'on se fait des rencontres, ça, c'est fondamental, c'est essentiel. Donc, on a l'ambition de créer un événement cette année, probablement dans le sud de la France, mais pourquoi pas ensuite sur Paris, etc. Donc, personne n'hésite pas à nous contacter. Et le principal canal pour toi, c'est Facebook, Insta? Ouais, Insta, Facebook, je suis sur les deux, ouais. Ça marche. Insta, voilà. Bon, on notera tout ça dans les notes. Et c'est cool. Merci encore, Stan, d'avoir participé à cette interview, cet entretien. Merci infiniment. J'espère que j'ai pas trop parlé, parce que des fois je suis habité, je suis tellement passionné que je parle vite, je bégaye un petit peu. Tout ça, c'est un peu de l'impro, et je suis pas forcément habitué non plus, parce que quand je fais mes formations, on ne me voit pas. Mais en tout cas, merci pour ta gentillesse, pour ton écoute. Et donc désolé si je t'ai interrompu. Et puis surtout pour ta confiance et ton intérêt pour tout ce que je produis. Et bravo à toi pour tout ce que tu produis aussi, parce que je sais que via ces podcasts, alors je ne sais pas tous écouter, tu fournis énormément de ressources et de prises de position, d'angle de vue sur l'investissement immobilier, et pas que. Donc félicitations à toi aussi.
Écoute, merci venant de toi, ça me fait très plaisir. Je suis très content aussi qu'on ait eu George Michael derrière toi. Alors, George Michael, il est là, attention. Voilà, c'est le petit plus. Petite private joke pour les gens qui regarderont la vidéo. Ouais. Ça marche. Merci encore Stan, passe une bonne journée. À bientôt. À bientôt Paco. Salut à tous, à bientôt.